Bonjour l'IHET, bonjour les étudiants de l'IHET, bonjour tous ceux qui nous regardent et j'espère qu'ils seront nombreux aujourd'hui parce que c'est vraiment un webinaire exceptionnel. J'ai le plaisir et je suis particulièrement émue de recevoir aujourd'hui professeur Mejda Chaoul, professeur en psychiatrie à la faculté de médecine de Tunis, El Mena, et chef de département, également présidente du Collège national de psychiatrie et vice-présidente de la Société de l'enseignement de la psychiatrie à l'hôpital Asie. Madame Mejda Chaoul, bonsoir. Vous êtes en direct aujourd'hui avec nous, vous êtes en direct de Londres aujourd'hui exceptionnellement. Donc, bienvenue à l'IHET et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, ma chère Ekram. Moi aussi, je suis très émue de retrouver une amie de si longue date. Et merci pour l'invitation pour parler d'un sujet d'actualité que nous vivons tous les jours. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer de te présenter Mejda brièvement parce que il m'est très difficile de présenter une sommité de la médecine tunisienne, en fait. Merci. Et je vais pas te dire te concernant. Et à l'image de tous les professionnels qui interviennent sur le psychisme humain, Mejda est cette capacité exceptionnelle de l'écoute, justement. Et en plus de ses qualités humaines, Mejda a je ne sais pas, une spécialité qu'elle a eue toujours, puisque je la connais depuis toujours, d'être à l'écoute de tous et de venir en aide à tout le monde. Et et là, on est au cœur on est au cœur du vif du sujet puisque ça représente en grande partie la déontologie de la profession que tu exerces, Mejda. Et je sais que tu donnes beaucoup d'importance à la déontologie de ta profession. Pour faire très court, puisque je veux te céder la parole le plus vite possible, Mejda, j'aimerais dire que à la fin de l'année 2019, une bombe nous est tombée, une bombe invisible nous est tombée sur la tête et que l'on n'a pas réellement vu venir. On l'a vu se passer de l'autre côté de la planète et on s'est dit que bon, c'est de l'autre côté et que éventuellement on ne serait pas concerné. Mais les choses se sont vite amplifiées et on a vu une Italie s'écrouler sous l'impact du coronavirus. Et on a vu que tout un peuple était face à la mort, justement, et lutter contre la mort. Et donc, avec tous ces temps d'incertitude qu'on a vécu au début de l'année 2020 et avec tous les chamboulements planétaires, on a vu émerger des sentiments négatifs, notamment le stress, l'anxiété qui remontaient à la surface et qui ont commencé à un peu, on va dire, gâcher notre vie quotidienne avec des restrictions, avec des confinements, avec une nouvelle vie qu'on devait absolument nous créer ou se créer dans l'urgence. Et voilà, je ne vais pas prétendre que je vais être aujourd'hui médecin. Je vais modérer ce webinaire et te laisser la parole puisque tout le monde est à ton écoute et je sais que tout le monde attend ce que tu vas nous dire aujourd'hui, Mejda. La parole est à toi et encore bienvenue. Merci beaucoup, Ekram. Tu as très bien introduit le sujet, tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles je vais revenir
Et effectivement, c'est quelque chose qui a bouleversé notre vie. Et donc, vous m'avez invité aujourd'hui pour parler des répercussions psychologiques et psychiatriques de la Covid-19. Et là, je vais rappeler en introduction que ce n'est pas la première pandémie que vit l'humanité. Il y a eu plusieurs pandémies au fil des siècles et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y avait des réactions psychologiques, des changements des comportements et des changements des habitudes de vie, comme tu viens de le dire, ma chère Ekran. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il y a de nouveau avec cette pandémie, c'est qu'en raison de la mondialisation, le monde est un village avec les déplacements extrêmement faciles et rapides. Il y a eu une transmission extrêmement rapide des virus et on s'est rendu compte qu'il y avait de très importants troubles psychologiques et psychiatriques au cours de cette pandémie Covid que je vais développer aujourd'hui. Donc, le 17 décembre, je vais rappeler très rapidement, j'ai préféré adopter un ordre chronologique pour parler. Donc, le 17 décembre 2019, premier cas de Covid-19 à Wuhan, en Chine. Le 11 mars, l'OMS déclare l'épidémie pandémie mondiale. En Tunisie, le premier cas, c'était le 2 mars 2020. Aujourd'hui, nous sommes à 111 000 cas confirmés avec 3 894 décès. Ça, c'est les chiffres du 13. Dans le monde, on est à plus que 71 millions de cas confirmés et plus qu'1,5 million de décès. Cette pandémie nous a plongé, qui a été comparée à une guerre, hein, nous a plongé dans l'inconnu. C'est une situation inédite, sans précédent, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et d'imprévisibilité. Incertitude quant à la nature de cette maladie, d'abord quant à ce virus. Est-ce que c'est pas un virus, c'est un virus naturel, c'est un virus modifié? Comment il a fuité d'un laboratoire P4 de Wuhan? Comment il évolue? Est-ce qu'il va muter énormément? C'est ce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas très bien. L'ampleur qu'a pris cette pandémie avec une propagation extrêmement rapide, une mortalité importante, alors qu'on a pensé au départ, on l'a comparée à une grippe, on s'est rendu compte qu'elle est beaucoup plus mortelle et beaucoup plus grave. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. Les vaccins, il y en a ceux qui sont prometteurs et certains qui ont commencé à être utilisés chez l'humain, mais il reste encore beaucoup de points d'interrogation. Et tout ceci est source de stress. Mais même les mesures qu'on a adoptées pour prévenir cette contamination, comme tu viens si bien de le dire, la fermeture des frontières, le confinement de populations entières, la mise en quarantaine des sujets contacts, la distanciation sociale, l'isolement social et la séparation de familles, etc. Et leurs répercussions, surtout économiques, il y a des gens qui ont été mis au chômage, des personnes qui se sont retrouvées dans la pauvreté, des conséquences professionnelles, sociales, familiales liées à ces mesures. Tout ceci est extrêmement stressant et a bouleversé nos vies. Alors, très rapidement, je vais vous parler des publications. Les publications ont commencé très, très tôt. C'est les chiffres, ce n'est pas tellement les chiffres qui nous intéressent ici, mais c'est comment on a commencé à prendre conscience de ce phénomène. Et donc, très rapidement, les Chinois ont commencé à publier cette détresse qu'ils voient au niveau de leur population, avec des chiffres d'anxiété très importants, de dépression, de détresse psychologique et de détresse sévère. Très rapidement, suivi par les publications des Iraniens et les publications sur les manifestations psychologiques et psychiatriques ont suivi. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, les publications ont suivi un petit peu la propagation du virus. Donc, après la Chine, ça a été l'Iran qui a été frappé aussi de plein fouet
et qui a rapporté des chiffres d'anxiété de plus que 50% dans leur population, avec plus que 20% d'anxiété sévère à très sévère. L'Italie, comme tu viens de le dire, l'Italie qui a été frappée de plein fouet. Rappelez-vous ces soirs on voyait passer dans toutes les télés du monde ces grands camions de l'armée qui prenaient les cadavres par milliers pour les enterrer loin de leur famille et dans une solitude totale. Des gens qui sont morts dans les hôpitaux sans très bien comprendre comment ils sont morts. Et tout ceci a généré un niveau très élevé de stress, de l'anxiété, de l'insomnie, de la dépression et en particulier l'état de stress post-traumatique chez la population italienne. Le Lancet, cette revue prestigieuse, très rapidement a essayé de voir ce qu'on avait connu auparavant. Il faut rappeler que ce n'est pas la première pandémie, ni la première épidémie de cet ordre, ni la première épidémie à coronavirus humain. C'est le 8e coronavirus qui s'est transmis à l'homme et c'est le 3e qui a donné une épidémie d'ampleur. Il y a eu déjà en 2002 et en 2012 2 autres épidémies en rapport avec le corona, mais qui ont été très vite circonscrites. Le Lancet va revoir et insister sur le fait que le confinement va être un facteur prédictif de stress aigu, que des états de stress post-traumatiques vont se voir surtout chez les parents confinés avec leurs enfants, que chez le personnel soignant, qui est un personnel de première, mis en première, disons, comme on dit, c'est les soldats de première ligne, les états de stress post-traumatique peuvent persister même jusqu'à 3 ans après et beaucoup de symptômes de dépression sévère. Les Français vont suivre semaine par semaine et vont conclure que la santé mentale de la population s'est dégradée après le confinement avec de l'anxiété, de la dépression, un climat de violence, des graves disputes au sein du foyer, une violence conjugale, une violence envers les enfants et donc une dégradation de la qualité de vie. Sans oublier les professionnels de la santé, les méta-analyses, toutes les méta-analyses vont insister que le personnel de santé va être particulièrement frappé parce qu'il est en première ligne, un risque de contamination, il lutte contre un ennemi qu'il ne connaît pas avec des moyens réduits. On ne comprend pas même la physiopathologie. Au départ, on pensait que c'était juste une maladie respiratoire et on s'est rendu compte par la suite que ce n'est pas qu'une maladie respiratoire, c'est une pathologie vasculaire, thromboembolique, c'est une pathologie inflammatoire sévère et c'est donc qui donne lieu à un orage cytokinique important qui, lui, entraîne la défaillance des viscères et peut entraîner la mort. Donc, anxiété, dépression, insomnie chez les médecins, chez les infirmiers, plus important chez les infirmiers et plus important chez les gens qui n'ont pas de protection sociale. D'autres études vont rappeler cette souffrance auquel font face le personnel soignant avec même apparition de conduite suicidaire. Il y a eu en particulier au début 5 suicides particulièrement médiatisés en Europe, 3 infirmières et 2 médecins devant l'étendue de ce désastre, comme je l'ai dit au départ, comparé à une guerre. Beaucoup de burn-out, beaucoup d'épuisement chez le personnel soignant, chez le personnel surtout des services de réanimation. Alors, le 13 mai 2020, à la suite de toutes ces publications, à la suite de toutes ces alertes contre cette pandémie, disons-le, de troubles mentaux qui va suivre, qui est en train de suivre la pandémie à coronavirus, l'OMS a parlé, a publié donc
dans un policy bref, le directeur général de l'OMS va écrire que l'impact de la pandémie sur la santé mentale des personnes est déjà extrêmement préoccupant. L'isolement social, la peur de la contagion, la perte de membres de famille sont aggravés par la détresse causée par la perte de revenus et souvent d'un emploi. Et le secrétaire général des Nations Unies va rappeler que le virus de la COVID-19 n'attaque pas seulement notre santé physique, mais augmente également nos souffrances psychologiques. Alors, essayons de comprendre un petit peu comment les choses se font en psychopathologie. Eh bien, on a commencé dans une revue de la littérature, on a vu que les réactions les plus communes au cours de cette pandémie, c'est des troubles du sommeil, le stress perçu, anxiété et dépression. Et nous ne réagissons pas tous de la même façon. Face à un facteur de stress, lorsque nous sommes face à un facteur de stress, c'est normal qu'au départ, au tout début, on ait une détresse fréquente qui est réversible. Ça, c'est une réaction adaptative au stress. Mais lorsque ce stress va se prolonger, on va avoir d'abord notre vie va s'altérer, on va avoir des crises de colère, on va être anxieux, la tristesse va être envahissante, on peut même avoir du désespoir et surtout, on va commencer à fonctionner d'une moins bonne façon et on va être en incapacité fonctionnelle plus ou moins grave jusqu'à arriver au stade de maladie. Et là, on en est en incapacité fonctionnelle grave avec des crises de colère, de l'agressivité, de l'anxiété excessive, de la panique, de la dépression, des idées suicidaires. On peut devenir dépendant au jeu ou à l'alcool. Tout ceci peut s'accentuer et faire boule de neige. Donc, devant cette détresse psychologique, c'est notre capacité, notre résilience à s'adapter et à rebondir en période d'adversité qui va faire la différence entre des gens qui vont ressentir de plein fouet cette détresse psychologique jusqu'à arriver à des troubles psychiatriques ou qui vont pouvoir faire face. Ici, je ne sais pas si vous voyez très bien donc en bleu, c'est l'évolution de la première vague, 10 ans, lorsque on a les mesures adoptées ont fait qu'après avoir atteint un pic, nous avons commencé à diminuer, c'est la première vague. Les manifestations de peur, d'anxiété, de panique ou obsessionnelles compulsives ont commencé, elles, à augmenter et à avoir un pic qui est légèrement décalé. Puis, la mise en œuvre de, justement, l'adaptation, de capacité de résilience. On a commencé à s'habituer et cette cloche a commencé à diminuer. Et puis, c'est ce que vous voyez en tiré, c'est le nombre de morts. Le nombre de morts, il est bien sûr en décalage par rapport au pic des infections. C'est le nombre de morts qui a de nouveau donné un coup de fouet à toutes les manifestations anxieuses et dépressives, tout en sachant que sont apparus des deuils pathologiques parce que les gens ont souvent perdu un être cher dans l'isolement plus total, dans un hôpital où ils ne peuvent pas le visiter, ou même dans une clinique où ils ne peuvent pas le visiter, et surtout, au départ, il est enterré sans rituel, sans les différents rituels, les rites funéraires. Et tout ceci est à l'origine de beaucoup de deuils compliqués et de dépression. Donc, si on veut résumer, quelles sont les pathologies qu'on a vues? C'est les études qui ont commencé à se mettre en place de façon plus systématique. On a vu
une exacerbation de l'anxiété, de la dépression, souvent liée à l'exposition aux médias, et je vais revenir sur cet élément très important. On a vu des troubles phobiques, des gens qui évitaient de toucher, de sortir, etc. On a vu même des achats de panique, craignant ces confinements. On a vu, selon les pays, les gens achetaient soit de la semoule, comme chez nous, ou même du papier toilette, comme dans certains pays. C'était à la limite, bon, rigolo, mais dans un moment très triste. On a vu se développer des troubles obsessionnels compulsifs avec beaucoup de lavage en rapport avec les recommandations d'hygiène, de se laver les mains, beaucoup de gens ont décompensé, se sont mis à se laver des milliers de fois. On a vu également des troubles paniques avec une attention particulière aux sensations physiques. Les gens ont commencé à prendre leur température, à faire attention à chaque toux, à chaque difficulté respiratoire et à penser que ça y est, ils ont la Covid. Les sujets en quarantaine étaient des sujets particulièrement exposés à la colère et parfois aux comportements à risque tels que les jeux en ligne. Les gens ont même oublié que cette pathologie, au fait, il faut tout le temps le rappeler, qu'elle est asymptomatique, voire aussi symptomatique, c'est-à-dire avec très peu de symptômes qui peuvent passer inaperçus dans 80% des cas. Et que les formes graves ne représentent qu'au maximum 10%, 2% uniquement auront une évolution fatale. Avec le temps, on sait de mieux en mieux traiter les cas, d'où une diminution de la mortalité, mais ça reste, il y a bien sûr des personnes particulièrement vulnérables et je reviendrai. Donc, on a essayé de comprendre toutes les conditions qui peuvent être à l'origine d'une exacerbation, donc des manifestations à la fois psychologiques et ou psychiatriques. Et on s'est rendu compte que le confinement conduit à beaucoup de détresse, il conduit à l'anxiété, il conduit à l'état de stress post-traumatique, à la dépression, aux troubles du sommeil et même aux conduites suicidaires. Et on en a vu malheureusement dans notre pays, des suicides ont eu lieu lors du confinement. Les conduites addictives, surtout avec l'alcool, mais aussi l'addiction au jeu, pour certains l'abus de substances, et il faut faire, et comme je parle à des étudiants, il faut essayer d'éviter au maximum de prendre des psychotropes ou des tranquillisants seuls, sans ordonnance, pour ne pas sombrer dans les addictions aux psychotropes. Des violences domestiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont éclaté partout dans le monde. On s'est intéressé, là je vous livre deux études tunisiennes faites dans mon service. Une a concerné les médecins du secteur public, presque 200 médecins du secteur public, et on s'est rendu compte que chez nous aussi, les scores de stress étaient élevés, puisque on avait retrouvé presque 30% de ces médecins du secteur public avaient un score à niveau élevé de stress, plus élevé même par rapport à d'autres pays. Et c'est surtout les femmes et les sujets jeunes en formation. Bien sûr, parce que lorsqu'on est en formation, on ne maîtrise pas tout. Plus on en sait, mieux on maîtrise les choses. Une autre étude sur les jeunes, cette fois-ci, beaucoup plus jeunes, donc c'est les résidents. Et les résidents en période de Covid, d'abord, je voudrais les saluer, c'est des étudiants comme la plupart des auditeurs aujourd'hui. Je voudrais les saluer, ont beaucoup travaillé, ce sont eux qui ont assuré les gardes Covid, etc. Mais tout ceci a eu un prix à payer, de la dépression, de l'anxiété,
du stress, de l'état de stress post-traumatique. Souvent, ils n'avaient pas peur d'être contaminés parce qu'ils sont jeunes, mais ils avaient peur d'être contaminés et transmettre la maladie à leurs parents. Et donc, certains ont vécu des séparations lors de la première vague, beaucoup moins lors de la deuxième vague, mais parce qu'on a mieux compris comment se protéger, etc. Les sujets atteints de troubles psychiatriques, je ne vais pas m'attarder, mais il y a eu une exacerbation des symptômes, une augmentation du risque suicidaire, tout ceci parce que c'est des sujets déjà fragiles et le stress qu'a constitué cette pandémie est un facteur de rechute des maladies. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi aux sujets qui ont été atteints de la COVID-19. Et maintenant, avec le recul, on s'est rendu compte qu'il y a aussi, au cours de l'infection, plusieurs manifestations psychiatriques. Autour de moi, toutes les personnes qui ont eu même des formes paucisymptomatiques, bon, lorsqu'elle est asymptomatique, les gens ne se rendent pas compte, mais les gens qui ont eu des formes paucisymptomatiques et qui ont été diagnostiqués positifs à la COVID ont tous connu une insomnie, une anxiété, en se disant peut-être que ça va s'aggraver, peut-être que je vais avoir une évolution grave, serais-je intubé, serais-je ventilé, est-ce que je trouverai une place en réa, surtout pour notre pays, la deuxième vague qui est importante, beaucoup plus importante que la première, où nous n'avons eu que 50 décès. Depuis, il y a eu 3800 autres décès. Donc, de la dépression, des troubles de la mémoire, comme à chaque fois qu'il y a un stress important, pour certains de la confusion, pour d'autres même de la psychose et des manies induites particulièrement par les corticoïdes délivrés à forte dose. Et là, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est les publications et les reports de cas en post-infection. En post-infection, eh bien, la dépression est fréquente, l'anxiété est fréquente, l'état de stress post-traumatique est fréquent chez les gens et on commence à en voir chez des sujets qui s'en sortent, beaucoup d'états de stress post-traumatique et ont connu, même parfois chez des patients qui n'ont eu besoin que en plus d'une surveillance en unité de soins intensifs avec une oxygénothérapie, ils ont vu leurs voisins s'aggraver, ils ont vu des voisins de lit mourir, ils ont vu des choses difficiles en réanimation et en particulier les sujets qui ont séjourné en réanimation avancée. Ce qu'il y a, je vous demande pas ce qu'il y a aujourd'hui, ce schéma, il est assez compliqué. Mais ce que nous pensons aujourd'hui, ce que les études montrent, que le corona, ces symptômes apparus chez les sujets qui ont été touchés par la COVID, ne sont pas uniquement en rapport avec le stress, ne sont pas uniquement en rapport avec la détresse respiratoire et l'hypoxie cérébrale. Il semble que le virus de la COVID peut, grâce à cette inflammation très importante, passer la barrière hémato-encéphalique et se retrouver et attaquer aussi bien nos neurones que nos cellules gliales et être à l'origine de manifestations neuropsychiatriques, en plus du fait qu'il y a, au cours de cette pathologie, qui on le sait aujourd'hui, il y a un déversement de cytokines inflammatoires très importantes, certaines donc vont entraîner des dégâts au niveau du cerveau. Le virus lui-même peut pénétrer par certaines voies directement au niveau donc du cerveau. D'où des états comme la dépression, les troubles bipolaires, les désordres bipolaires,
l'état de stress post-traumatique, des psychoses, mais aussi des troubles obsessionnels compulsifs d'origine organique, de l'épilepsie, des troubles cognitifs et même des démences. Je dirais pas, il y a ce qu'on rapporte aujourd'hui, c'est une plus grande fréquence de pathologies d'Alzheimer. C'est surtout que la population la plus touchée, et la plus gravement touchée, c'est la population âgée de plus que 65 ans. Et donc, ceux-là risquent de garder des séquelles. Donc, les survivants risquent de garder des séquelles. Il y a des facteurs de risque pour cela. Quels sont les facteurs de risque? Pour cette anxiété, etc., je viens de dire que les sujets âgés étaient plus à risque de la maladie. Mais ceux qui sont plus à risque de souffrance, on s'est rendu compte que c'était les jeunes de 16 à 24 ans, souvent parce qu'ils ont été arrêtés au niveau de leur soit études, soit stages, et ça leur pèse et c'est difficile, même le télétravail ou suivre ses cours à distance, ce n'est pas la même chose. Quand on a un faible niveau d'éducation, les femmes sont plus inquiètes. Quand on est parent, parce qu'on a une responsabilité, lorsqu'on a des antécédents de maladies psychiatriques, si on est agent de santé, un statut financier précaire, si on fait partie de personnes stigmatisées, comme ça a été le cas du personnel soignant. Certains personnels soignants ont même été renvoyés de chez eux, on l'a vu même en Italie et en France, des immeubles qui lui demandaient de ne plus venir parce qu'ils risquaient de les contaminer. Plus la quarantaine la durée est importante, les peurs d'infection, les provisions inadéquates lorsque les gens n'arrivent pas à assurer leurs besoins en nourriture, eau, vêtements, hébergement, et surtout une information inadéquate. Et là, c'est une occasion de parler des médias. Des médias et des dégâts qui, parfois, surtout les médias, lorsqu'ils ne sont pas l'exposition aux social media, qui parfois ont entraîné une augmentation de cette prévalence de problèmes de santé mentale. Et on a même parlé d'infodémie, tellement il y a une surabondance d'informations, souvent erronées, sur les réseaux sociaux. On a parlé aussi de headline stress disorder, cette sensation de détresse ou d'anxiété qui fait suite à la consultation de nombreuses informations ou à l'exposition aux médias de façon continue. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas trop s'exposer aux médias. Alors, je vais y arriver au niveau des stratégies d'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour diminuer cette souffrance, d'autant plus que nous ne savons pas quand est-ce qu'on verra le bout du tunnel. Je suis depuis 2 jours chez mon fils, que je n'ai pas vu depuis presque une année, et mes petits-enfants, et je suis à Londres, et hier, les Anglais, puisque je suis là, ont annoncé qu'ils avaient découvert une variante virulente du Covid et qu'ils allaient augmenter leur lockdown et durcir les mesures. Ils venaient à peine d'ouvrir les restaurants, de nouveau ils vont fermer les restaurants et on ne sait pas les choses comment elles vont évoluer. Donc, prévention, prévention, prévention. Comme on se protège contre la Covid, il faut aussi protéger notre santé mentale. Alors, comment renforcer nos facteurs protecteurs? Renforcer tous les facteurs de résilience en période de crise, et chacun a ses moyens de sortir, d'échapper à la crise, ses propres moyens. Augmenter le support social. La distanciation, c'est quelque chose de pas naturel. Nous sommes des êtres
qui avons besoin des autres pour vivre, pour se sentir vivre. Alors si aujourd'hui, nous ne pouvons pas être au milieu des gens à cause de la distanciation, etc., il faut pas perdre ce support social qui est un élément qui a été retrouvé dans pratiquement toutes les études et qui aide dans toutes les maladies, en particulier les maladies graves, les cancers, etc. Savoir que nous avons des amis, des parents, etc., qui nous aident, qui nous apportent du réconfort, même du réconfort juste moral, même des paroles. Donc, le support social, et ça, on a heureusement aujourd'hui une technologie qui a ses côtés négatifs, mais une technologie qui nous permet de rester en contact. Un support économique, le support économique, c'est en général, ce sont les gouvernements qui le font pour les catégories les plus démunies, mais on peut aider autour de soi. L'information, surtout ne prendre l'information qu'à partir des organismes officiels. Ne pas, parce que les rumeurs, les informations erronées peuvent entraîner des paniques et aujourd'hui, tout évolue très rapidement. Une rumeur peut prendre une ampleur très importante et avoir des conséquences graves. Il faut bien sûr une attention particulière aux catégories à risque, former les soignants au soutien émotionnel des patients. En Tunisie, il y a eu création d'un centre d'assistance psychologique par téléphone qui a montré son efficacité, où les gens en détresse peuvent appeler pour avoir des conseils, voire être dirigés vers des consultations et des soutiens par les pairs. Pour la prévention secondaire, établir des stratégies de dépistage. Aujourd'hui, il faut chercher les gens qui sont en souffrance. Il faut particulièrement dans les catégories, justement, dont on a parlé, qui sont plus à risque. Déjà, les gens qui viennent d'avoir une infection Covid et qui s'en sortent, il faut essayer de voir chez eux, est-ce qu'il n'y a pas de pathologies qui sont en train de pathologies mentales, dépression, anxiété, état de stress post-traumatique, ou voire d'autres complications neuropsychiatriques comme je viens d'en parler. Donc, dépister et intervenir pour les pathologies avérées. En effet, comme vous voyez en tiré, c'est la courbe de la vague Covid, la courbe d'infection Covid-19, et le but d'augmenter le système, l'augmentation de la capacité du système de santé et les mesures de santé publique avait pour but d'aplatir cette courbe, On y est parvenu dans beaucoup de pays, mais on sait aussi qu'il y a eu en même temps une autre courbe en cloche qui est la courbe des problèmes de santé mentale. Et aujourd'hui, la prévention primaire, justement, a pour but, c'est toutes les mesures dont je viens de parler, cette prévention primaire a pour but d'aplatir cette courbe des problèmes de santé mentale. Et quand on voit ce qu'il y a à faire, c'est beaucoup de choses de bon sens faciles. Il faut respecter le sommeil. Il faut faire des activités physiques, du sport en plein air, de la marche, des choses simples. Il faut éviter de consommer des excitants, de l'alcool ou d'autres substances toxiques. Il faut garder les liens, protéger les mères qui ont des enfants. Il faut aider financièrement les familles qui en ont besoin. Garder une alimentation équilibrée. Il y a eu une tendance aussi à manger un peu plus, à prendre du poids, etc. Manger n'importe comment, c'est l'ennui qui fait lorsqu'on est confiné, qu'on n'a pas beaucoup de loisirs, qu'on mange. Et surtout, éviter de prendre les informations de n'importe où et d'écouter les rumeurs
et parfois, malheureusement, on les voit sur les plateaux télé et au niveau des radios. Donc, toujours se fier aux informations officielles et surtout pas à Facebook et à tout ce qui s'écrit. Donc, les mesures préventives en population générale, délivrer des informations quotidiennes de sources officielles. À chaque fois que les gouvernements décident une quarantaine, au fait, ils réfléchissent beaucoup, et ça, je peux vous le dire parce que je fais partie du comité scientifique de la Covid au ministère de la Santé, et c'est pas facile de décider d'un confinement en raison de ces conséquences, en particulier socio-économiques, mais en même temps, il faut préserver la santé de la population. Fournir les provisions adéquates, l'hygiène de vie, communiquer avec la famille, ne pas s'isoler et identifier les groupes à haut risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à individuellement, pour faire face à cette pandémie, pour augmenter notre résilience? Penser positivement, installer de l'espoir. Certains vont lire, d'autres vont faire de la musique, certains vont s'inscrire à des cours en ligne. Beaucoup sont devenus gratuits à cause de cette pandémie, et ça, c'est une solidarité extraordinaire. Des jeux en plein air, de la relaxation, de la méditation, de l'aérobic, des prières, des activités créatrices. Chacun trouve dans ce panel quelque chose qui va lui permettre de supporter cette situation, et c'est d'aérer et de protéger sa santé mentale par ces activités. Lorsqu'on est face à une détresse, si elle est légère et intermittente, on rassure, on propose la relaxation, la modification du style de vie, renforcer le soutien social, ne pas rester isolé, contacter les gens qu'on aime par Skype, etc. Et quand la détresse est modérée à sévère ou persistante, à ce moment-là, il faut consulter. Il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de la santé mentale. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, nous sommes tous et nous-mêmes professionnels de la santé mentale. Nous connaissons, parce que nous savons que c'est une période difficile, parce que nous-mêmes, ça nous pèse, ce confinement, la quarantaine, etc. Être séparés des gens qu'on aime, être un petit peu cloîtrés, vivre dans la peur de contracter ce virus et d'avoir une forme grave. Donc, ne pas hésiter à chercher donc un soutien. Il peut être uniquement psychologique, et préconiser des exercices de relaxation, une thérapie de soins, stratégie de résolution de problèmes, ou pharmacologique avec lorsqu'on a une dépression caractérisée, un trouble panique, un trouble anxiété généralisée ou autre. Nous avons besoin d'un traitement spécifique qui sera de courte durée, ou bien on peut avoir besoin des deux, et ça c'est aux spécialistes de le décider. Je conclurai par les propos du directeur général de l'OMS. Il est maintenant clair que les besoins en santé mentale doivent être traités comme un élément central de notre réponse à la pandémie Covid-19. Si on ne prend pas au sérieux le bien-être émotionnel des personnes, cela entraînera des coûts sociaux et économiques à long terme pour la société. Je vous remercie pour votre attention et le débat est ouvert s'il y a des questions. Et merci beaucoup, Mejda. Oui, moi, en tous les cas, j'en ai prévu beaucoup, Mejda. J'aime beaucoup ta conclusion. Est-ce que tu peux la remettre, Mejda? No one is okay. It's okay not to be okay. We're all in this together. We will get through this together.
J'aime bien ce slogan, It's okay not to be okay. Donc, justement, c'est un message qui pourrait intéresser les jeunes qui nous regardent aujourd'hui parce qu'ils sont face à une nouvelle vie, ils sont face à une nouvelle approche par rapport à leur liberté, liberté de circuler, liberté d'agir, liberté de faire ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui ils se retrouvent entre guillemets un peu isolés et restreints à faire certaines choses et pas ils doivent quelque part réinventer une nouvelle vie pour cette période de pandémie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Entièrement d'accord. C'est ce que justement dans les stratégies de coping un petit peu que j'ai montré, parce que chacun a sa stratégie, il faut être optimiste, être créatif et essayer de supporter cette période extrêmement difficile parce que, et particulièrement, vous avez vu que les jeunes, pourtant, qui souvent je dirais à 98% s'en sortent, même lorsqu'ils sont infectés. Leurs craintes souvent ne sont pas pour eux-mêmes concernant l'infection, ils sont pour leurs personnes chères, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Mais ce sont eux qui payent un grand tribut à toutes les mesures qui ont été prises pour faire face dans le monde entier, pour faire face à cette épidémie. Des jeunes qui sont au chômage, des jeunes qui ont été renvoyés parfois de leur travail, des gens qui ne trouvent pas de travail, et puis des jeunes isolés qui ne peuvent plus voyager, qui ne peuvent plus faire beaucoup de choses, même dans leur propre pays. Les manifestations culturelles se sont arrêtées, les manifestations sportives se sont arrêtées, tout s'est un petit peu arrêté un peu partout et ça conduit à un sentiment de solitude, à un moment de sa vie où lorsqu'on est jeune, on a besoin énormément des autres. On a besoin des amis, on a besoin des copains, on a besoin de partager. Et donc, c'est une tranche vraiment à risque. Et c'est pour ça que ils doivent pas se sentir, ils doivent pas s'auto-censurer lorsqu'ils ressentent des difficultés et ne pas hésiter à chercher de l'aide. Et puis, chacun va trouver un moyen de dépasser cette période qui, je l'espère, va être courte et qui ne se prolongera pas. Justement, on parle de troisième vague, mais éventuellement d'une troisième vague qui serait plutôt… Oui, on y est. Hein. Allô? Mo? Viens. Viens. On y est, la troisième vague. Oui. On a perdu Mejda, on la retrouve. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais ça se passe bien, oui. Très bien. Donc, oui, au fait, on y est en plein. On est dans au fait, comme je vous l'ai montré, il y a cette courbe de troubles mentaux qui est exactement en cloche comme la courbe de la pandémie Covid. Elle est juste décalée dans le temps par rapport à la cloche de l'infection Covid, mais on est en plein. On parle aujourd'hui d'une pandémie de troubles mentaux. Et c'est pour ça que l'OMS et même les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme pour faire prendre conscience de ce danger indirect à la Covid, qui est une conséquence des mesures adoptées, mais aussi pour certains, comme le montrent les dernières études, les dernières publications,
même les sujets qui sont infectés, qui en sortent, probablement on garde des séquelles et on n'en sort pas tout à fait indemne, même sur le plan mental. Et donc ça, c'est à suivre. Les neurologues le suivent, les psychiatres le suivent et même les médecins réanimateurs, etc., le suivent et il y a un intérêt pour ça. Il y a eu constitution d'une commission qui va désormais s'occuper de ces séquelles. À tout le niveau, les séquelles, on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des séquelles pulmonaires, des séquelles, des atteintes cardiaques comme séquelles, etc. Mais on sait aujourd'hui que le système nerveux central, avec ses manifestations psychiatriques et neurologiques, n'est pas exempt de cela aussi. Donc, d'après ce que je comprends, mais le post-Covid ne sera pas facile. Il y aura des flashbacks, il y aura des crises qui vont persister, des souvenirs, de mauvais souvenirs qui vont accompagner plusieurs personnes pendant plusieurs années et cela va durer dans le temps. Donc, c'est finalement une histoire qui va durer bien longtemps, j'ai l'impression. Oui, tu as très bien dit de souvenirs, parce que l'état de stress post-traumatique, c'est quoi? C'est les gens qui ont vécu quelque chose de terrible, qui ont été confrontés à la mort. Au fait, chez ces personnes-là, lorsqu'on leur a annoncé, les gens qui ont eu la Covid, mais aussi leurs très proches, les gens très proches, un conjoint, un enfant, une sœur, etc. Ils ont donc été confrontés à l'éventuelle mort de leurs parents ou à leur propre mort, peut-être. Ils se sont dit, je vais mourir puisque j'ai la Covid. Ils se sont vus d'abord avec une assistance par oxygène, puis ils ont vu qu'ils ont été trachéotomisés, ventilés, etc., mis en soins intensifs. Tout ceci entraîne ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. C'est une reviviscence avec des flashbacks lorsque la chose a été particulièrement traumatisante. C'est une reviviscence des souvenirs de ces moments qui vont revenir, qui vont être vécus à chaque fois avec beaucoup d'émotions et qui vont persister pendant longtemps, comme on le voit dans les films pour les vétérans du Vietnam, les états de stress post-traumatique, post-guerre, etc. Et les conséquences aujourd'hui, on sait que même si la pandémie s'arrête aujourd'hui sur le plan infectieux, les dégâts économiques, sociaux, etc. vont durer pendant très longtemps. Voilà. Et c'est justement ce qui, quelque part, gêne un peu, entre guillemets, les jeunes, parce qu'ils ont toute cette charge émotionnelle qu'ils vont devoir vivre pendant des années. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux jeunes par rapport à cette charge émotionnelle qu'ils vont expérimenter et faire avec? Bon, d'abord rassurer toujours rappeler que d'éprouver des émotions exacerbées de peur, de tristesse, même de colère, d'irritabilité, etc., est normal dans une période aussi perturbée et aussi difficile. Quand est-ce que cela devient inquiétant? Lorsque cela persiste dans le temps et que cela retentit négativement sur le fonctionnement, lorsqu'on n'arrive plus à se concentrer sur ses études, lorsqu'on n'arrive plus à se concentrer sur son travail, lorsque ça se répercute sur notre fonctionnement quotidien. On ne veut plus se lever du lit, on ne veut plus rencontrer ses amis, on va s'isoler davantage, etc. Là, il faut chercher de l'aide. Ne pas avoir honte, ne pas culpabiliser, ce n'est pas signe de fragilité, ce n'est pas signe de faiblesse,
comme on a tendance à le croire et à le dire. Certains vous disent, mais je suis fort. Oui, oui, on est connaître des émotions qui nous dépassent parfois n'est pas synonyme de faiblesse, et il vaut mieux demander. Au contraire, quand on est les gens résilients, ce sont les gens qui montrent beaucoup de flexibilité, de souplesse, même de critique de soi, de compréhension de soi-même et qui ont un bon insight, qui comprennent qu'ils passent par une période dure, et parfois des petites mesures, comme je l'ai dit, faire des activités plaisantes auxquelles on voulait trouver du temps, consacrer du temps pour la musique, consacrer du temps pour voir tous les films qu'on voulait voir et qu'on n'a pas eu le temps de faire, consacrer du temps pour faire des promenades. On ne peut pas faire de sport en salle, mais on peut faire des activités en plein air avec des amis en respectant la distanciation, le port de masque, etc. Si ces mesures ne suffisent pas, demander de l'aide à des professionnels, et il vaut mieux prévenir que guérir. Ça peut énormément aider par des mesures très simples. Parfois, il suffit de rappeler comment est le sommeil, comment on adopte une hygiène de vie du sommeil, comment le respect du sommeil, justement, si on ne passe pas des heures si on va passer des heures devant la télé ou devant son ordinateur, bien sûr, tout ceci fait qu'on va avoir de plus en plus de difficultés à dormir. Si on ne dort pas, le sommeil est très important pour l'équilibre mental. Si on ne dort pas, au bout d'un certain temps, quand on va accumuler des dettes de sommeil, on est plus à risque de développer des troubles anxieux, des troubles dépressifs, et il faut le savoir, on est aussi plus à risque de contracter des infections. Donc, parce que tout est relié, notre système nerveux central, notre psychisme, nos émotions sont reliées à notre système immunitaire. Donc, si on voyait les choses du bon côté, on va dire, Mejda, c'est l'occasion ou jamais d'instaurer de nouvelles habitudes de vie pour Tout à fait, tout à fait. Les épreuves n'ont pas toutes un côté négatif. Les épreuves, chacun peut en faire quelque chose. Il y a des gens c'est ce qu'on appelle les résilients, en rappelant que les résilients, ce sont les gens qui vont s'adapter, faire face à des aléas de la vie parfois très difficiles. Ça a été décrit pour la première fois dans le champ de la santé mentale par Boris Cyrulnik, qui lui a été déporté. C'est un Français juif qui a été déporté avec toute sa famille et mis dans un camp de concentration. Il en est sorti le seul survivant de sa famille, devenu pédiatre, puis pédopsychiatre, psychanalyste. Il a développé ce concept qui a été emprunté à la physique. La résilience, c'est le retour d'un objet soumis, d'un matériel soumis à une pression externe, le retour à la normale. Donc, pour lui, il a transposé à la santé mentale, et être résilient, c'est être capable de faire face à un moment difficile de la vie, comme ce que nous vivons actuellement, et c'est encore plus difficile pour certains qui font peut-être déjà face à d'autres difficultés, et pouvoir retrouver un fonctionnement avec de l'espoir et se prouver à soi-même qu'on peut s'en sortir. C'est un défi. Aujourd'hui, si on ne tire pas, et ça je parle d'une façon générale, si on ne tire pas beaucoup de leçons pour l'humanité, d'abord d'être humble face à notre, je dirais, petitesse. Regardez ce virus. Il n'est qu'un virus. Même de grande taille ARN, c'est un virus minuscule qu'on ne voit pas.
Eh bien, regardez ce qu'il a fait de nous, l'humanité. Tout a été fermé. Les aéroports sont vides. New York, la grande ville est comme, c'est une ville fantôme. Quand je suis arrivée il y a 3 jours à Londres, je n'ai pas reconnu l'aéroport Heathrow parce que je l'ai toujours vu plein de monde. La ville elle-même, elle était déserte. C'est incroyable de voir ça. Et donc, d'être humble face à cela, nous sommes mortels, nous sommes fragiles, etc. Et revenir à l'essentiel, revenir aux valeurs, revenir à l'entraide, revenir à l'empathie, revenir à des choses essentielles, oublier le superflu, s'entraider. Tout ça doit sortir de cette pandémie, de cette crise, pour que l'on puisse dépasser et avancer. Et juste une dernière question, Mejda, les scénarios pour 2021. On est à l'aube de l'an 2021 et on entend parler de plusieurs scénarios. Et justement, du point de vue professionnel, toi qui es professeur, qui est en plein dans ce chantier, qu'est-ce qui est prévisible, entre guillemets, pour l'an 2021? Alors, comme je l'ai dit au départ, ma chère Ekram, ce qui a caractérisé depuis le début cette pandémie, c'est l'incertitude et l'imprévisibilité de l'évolution. Et réellement, on ne sait pas. Et dans la commission, parce que dans la commission où je suis, il y a différentes spécialités. Il y a des scientifiques, virologues, il y a des immunologues, il y a des gens spécialisés dans les vaccins, il y a plusieurs personnes et on n'arrive pas à savoir quels vont être les scénarios. Parce qu'on ne sait pas. D'abord, aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a des vaccins qui ont commencé à être utilisés chez les humains, donc en population générale, disons, en population générale, ça commence. Est-ce que les vaccins vont être protecteurs? On l'espère. Est-ce qu'ils vont pouvoir arrêter l'évolution? On l'espère. Parce que il y a, vous savez, les virus, ils peuvent muter. On peut avoir plusieurs mutations. À ce moment-là, les vaccins, et il y a des scientifiques qui restent très sceptiques quant à l'efficacité des vaccins. Déjà, on prévoit après certainement le déconfinement clandestin qui aura lieu pour les fêtes de fin d'année un peu partout. Les gens, malgré les restrictions, certains vont se rencontrer, etc. On annonce une autre flambée en janvier, concomitante au froid, faisant suite au petit lâcher prise de cette période de fin d'année, aussi bien des gouvernements que des populations. Donc, réellement, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, on espère. Depuis quelque temps, c'est pas pour inquiéter, mais depuis quelque temps, on sait et on en a vu autour de nous, dans notre pays, ça a été rapporté dans la littérature. Il y a déjà des gens qui ont fait 2 infections Covid. Donc, la première n'était pas immunisante, ils en ont refait une autre. Je ne sais pas s'il y aura d'autres infections chez ces personnes. Ça, c'est avec certitude. Donc, on ne sait pas réellement, on ne sait pas. L'imprévisibilité l'a marqué depuis le début. Et que d'un autre côté, les virologues nous disent que les spécialistes des virus, la vie des virus, ils vont être virulents, ils vont se propager, etc. Puis ils disparaissent en quelque sorte spontanément, comme
comme ils sont arrivés, ils vont disparaître. On ne voit pas encore ça avec la COVID-19. J'espère qu'on le verra. Et donc, tous les scénarios sont possibles. D'accord, Mejda. On va finir ce webinaire en te remerciant encore une fois. C'était enrichissant. J'espère que nos étudiants et nos jeunes vont profiter de tout ce que tu as dit, vont apprendre à vivre mieux dans un monde aujourd'hui différent. J'espère qu'on verra plus d'empathie de la part de tous ceux qui nous entourent. Et je le redis encore une fois, je l'ai pas encore dit, je ne sais pas. Il faut saluer le corps médical qui a toujours été présent aux côtés de nos malades en Tunisie et qui continue à se battre justement contre cette maladie. Et pour finir vraiment, Mejda, je te dis encore une fois merci. C'était un grand plaisir de te retrouver une amie d'enfance, c'est pas peu. Et dans ma ville de cœur, en plus, Londres, je te souhaite de bonnes vacances, une bonne fin d'année et on se retrouvera très vite, j'espère. Un grand au revoir, Mejda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ikram. Je vais rebondir sur le terme empathie. On en a besoin. Aujourd'hui, c'est ce qui sauvera un petit peu le monde. Peut-être que ça va nous faire oublier notre égoïsme en quelque part, chercher de gagner plus, faire plus, etc. En oubliant les autres, peut-être que ça va entraîner plus de solidarité entre les humains. Je te remercie aussi d'avoir remercié les blouses blanches et surtout les jeunes et les jeunes, qu'ils soient paramédicaux ou qu'ils soient médecins, ils assurent, certains sont de véritables héros, multipliant les heures de travail avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sérieux. Certains, malheureusement, de nos confrères ont payé cela de leur vie. Et j'ai déjà quelques confrères que je connais bien, que j'aime beaucoup, qui sont décédés. Que Dieu les accueille dans son paradis. Et merci beaucoup, moi aussi, ma chère amie. Ça m'a fait énormément plaisir de te retrouver et à très bientôt. Bonne fin d'année et bonne année 2021. J'espère que ce cauchemar, on va le dépasser tous unis et tous ensemble. Merci. Merci, Mejda. Au revoir. Au revoir.